Le Kappa Future Festival est classé cette année par DJ Mag au 7e rang, rien que ça, des meilleurs festivals de musique au monde, toute musique confondue, hein, c'est pas forcément festival électro, dépassant Coachella, Sonar et Burning Man, donc des gros mastodontes. Donc je me suis dit que c'était intéressant d'aller voir comment ça se danse, et puis du coup de vous en faire un reportage, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà, donc le but ici est d'entamer une nouvelle série de vidéos, j'espère que ça vous plaira. Le but est d'aller en festival et de vous faire des reports pour vous donner envie d'y aller, ou si vous voulez pas y aller, ça peut être toujours bien de vivre ces moments par procuration, pourquoi pas, mais c'est quand même mieux d'y être forcément. Mais bon, comme ça vous donne un aperçu des festivals qu'il y a à faire. Donc si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça grâce à vous, j'irai dans d'autres festivals. Normalement j'ai pas du tout envie d'y aller, c'est pas du tout mon style, et même si je déteste la bière, je ferai un effort pour en boire quelques-unes. Donc le but ici est de vous donner mon avis sur ce festival. Je dis bien mon avis, hein, parce que voilà, il faut pas prendre ça comme argent comptant, ça reste mon avis, mon appréciation. Je vais essayer bien sûr d'être le plus objectif possible. Voilà, et vous donner quelques conseils sur ce festival ou sur les festivals, les festivals, on ne dit pas les festivals, hein, les festivals de manière générale, et vous donner des infos par exemple comme le prix du ticket, le prix des boissons, le budget alloué, etc. Bref, plein de conseils pour que vous puissiez aller dans ce festival ou dans d'autres dans les meilleures conditions. Ceci étant dit, j'en profite quand même pour vous saluer les nouveaux et les anciens. Pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Architect, c'est mon pseudo de DJ producteur techno. J'ai un deuxième pseudo Sequence où je fais de l'électropop. Si vous voulez écouter mes DJ sets techno, donc sous le pseudo Architect, je vous mets tous les liens en description. Et pour ceux qui sont intéressés pour écouter mes productions en tant que Architect ou Sequence, je mets aussi tous les liens. Merci à vous par avance si vous allez écouter tout ça, ça me donne de la force. Et vous savez qu'un artiste, rien ne lui fait plus plaisir que on aille écouter ses prods. Donc merci d'avance pour ça. Installez-vous confortablement, servez-vous une bonne bière et je vous emmène avec moi en Italie, à Turin, pour le Kappa Future Festival édition 2024. Première partie, on va parler du Kappa Future Festival et de son historique. Alors, cofondateur, bah oui voilà. Alors le cofondateur de cet événement, eh bien c'est Maurizio Giunivitale, je suis sûr que j'écorche son prénom, et donc c'est le cofondateur et le directeur de Movement Entertainment, c'est un groupe en fait qui fait plusieurs festivals. Alors le Future Festival est né en 2009 pour commémorer le centenaire du futurisme. Le festival en fait a subi une transformation significative en 2012, devenant un événement de musique électronique en plein air grâce à la collaboration avec l'entreprise de vêtements Kappa, qui est basée à Turin, et c'est pour ça que depuis ça ne s'appelle plus le Future Festival mais le Kappa Future Festival. Donc c'est bien la marque de fringues avec son petit logo évocateur. Vous la connaissiez celle-là? Pour ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez mettre sur pause, hein. Et alors en 2016, le New York Times a classé le Kappa Future Festival parmi les événements incontournables de l'année. Et la même année, il a obtenu le patronage de la Commission européenne, une reconnaissance sans précédent pour le secteur en Italie. Et du coup, après tout ça, en 2017 et 2018, il y a vraiment eu un tournant avec une croissance vraiment significative du public, tant en termes de nombre et de diversité internationale. Et pour info, le confondateur, j'arrive pas, hein, le Conforama, allez hop, allez, poltrone sofa, et voilà. Bref, Maurizio, pour info, il participe sans doute avec les bénéfices du festival à un programme caritatif car il soutient l'association Help Holly Onless, j'espère que j'ai bien prononcé, qui finance la recherche scientifique et génétique sur les maladies rares. Donc quand vous vous mettez des petites timbales à la bière en festival, bah, vous participez à la recherche génétique sur les maladies rares, c'est quand même bien. Alors on va parler du lieu où se déroule le Kappa, puisque c'est un lieu quand même assez unique et qui est vraiment très agréable. C'est une sorte de décor un petit peu post-apocalyptique avec toutes ces structures métalliques, voilà, d'une couleur rouillée, en plus avec la végétation qui prend le dessus. Vraiment le spot est super cool. J'ai fait pas mal de festivals et ça fait partie vraiment des très beaux endroits, puisque finalement il n'y a pas tant de décor que ça. Le décor naturel participe vraiment à l'ambiance du festival. Voilà, en fait cette structure date du XXe siècle avec la construction de l'usine d'acier et de tôle Fiat Ferrier Piemontesi, et de l'usine de pneus Michelin, ça c'est plus facile à dire. Et en fait, les usines ont fermé pendant les années 1990, durant le déclin général de l'industrie, qui a laissé en fait ces monuments dans un grand espace désaffecté à proximité du centre-ville. Et plutôt que d'avoir tout rasé, ils ont eu la bonne idée de se dire, bah tiens, on va faire un jardin et des trucs dedans. Et la plus grande scène, là où il y a les plus grands DJ, enfin parmi les plus grands DJ, voilà, c'est censé être la main stage. Voilà, c'est une structure historique située dans une zone industrielle qui a été réaménagée donc et transformée en parc. Voilà, et depuis, c'est là qu'ils ont commencé
commencer à faire des événements, des festivals, etc. Voilà, et ce grand hangar servait au décapage. C'était typique des activités sidérurgiques qui s'est déroulé dans cette zone. Et je peux vous dire que du coup, 30 ans après, il y en a qui continuent à bien se décaper, hein. Voilà, ça reste une tradition, hein. Voilà, évidemment, vous n'aurez pas de vidéo d'exemple par souci évidemment de respect de l'individu et de la nature humaine. Alors, quelques chiffres très rapidement pour ce festival. Ça se déroule sur 3 jours et sur 12 heures par jour. Donc, c'est vraiment du sport. Voilà, sur 3 jours en tout, c'est 36 heures de festival à danser et boire de la bière. Nous, on a quasiment fait les 12 heures à chaque fois parce qu'on arrivait quasiment à l'ouverture. Le 4e jour, quand faut se lever pour quitter l'Airbnb et rentrer chez soi, là, vraiment, tu souffres. Qui veut du jambon? Voilà, et la scène principale, donc couverte, qui s'appelle le Future Stage, elle fait 300 mètres de long x 45 mètres de large. Les piliers sont hauts de 30 mètres et en tout, le dance floor fait 12 000 mètres carrés. Donc il y a de quoi faire. C'est la plus grande scène, mais il y a beaucoup d'autres scènes évidemment. Puisqu'en tout, il y a 5 scènes plus une VIP. On reparlera de la VIP. Alors, au niveau de l'arrivée dans le festival, pensez avant à faire un sac avec vos affaires les plus importantes. Alors, c'est une vraie organisation d'aller en festival. Lunettes de soleil, lunettes de vue, mouchoirs, moustiques parce qu'il y a des moustiques ici, crème solaire parce qu'il y a du soleil. Attention, très important, bouchons d'oreille, divers médicaments, Doliprane parce qu'on risque d'avoir mal à la tête, stabilisateur, les batteries avec les câbles, le micro, un pôle chaud parce que si jamais il pleut. Il y en a qui viennent un peu les mains dans les poches, juste avec un portefeuille et un téléphone. Moi, j'aime bien quand même, sur 3 jours comme ça, prendre un sac avec des affaires et je les mets dans le casier. Comme ça, si j'ai besoin de quelque chose, je vais dans mon casier récupérer mes affaires. Et c'est quand même un petit confort, donc ça, je vous le recommande quand même de ne pas venir trop léger, on va dire. Voilà, et pour vous donner une idée de la portée médiatique du festival, en tout, c'est une estimation bien sûr, mais il y a 80 millions d'utilisateurs qui ont vu des images, entendu parler, bouche à oreille, etc. du Kappa Future Festival, ce qui fait du Kappa le festival le plus impactant d'Europe. En tout, il y a 125 artistes internationaux répartis sur 5 scènes. 125 artistes, c'est vraiment beaucoup, donc voilà, ils lésinent pas sur ce côté-là. Ça, on peut dire que vraiment, il y a du choix et de la diversité, ça c'est vraiment cool. En tout, le festival accueille plus de 115 000 festivaliers sur les 3 jours, issus de 157 pays différents. Voilà, c'est pour vous dire à quel point ce festival a vraiment une aura européenne et je pense internationale. Voilà, puisque nous, on a croisé des gens qui venaient du Canada, de l'Australie, du Brésil, etc. Et au niveau des retombées économiques, il y a une estimation qui dit qu'il y a 25 millions d'euros qui sont générés pour la ville de Turin grâce au Kappa. Donc voilà, je pense que les habitants de Turin, malgré les petites nuisances, sont quand même contents d'accueillir un si gros festival. Faut savoir aussi que les 25 millions sont générés par des gens qui, comme moi, ont pris leur ticket normal, mais certains ont pris des tickets VIP qui montent jusqu'à 4 000 euros. Parce que par exemple, nous on l'a fait la veille dans plein de bars, il y a des endroits où il y a des before d'avant le Kappa et on peut retrouver des DJ, des events, etc. Notamment, il y avait un cocktail qui était réservé à ceux qui avaient des billets VIP au bord du fleuve, c'était assez cool comme endroit d'ailleurs. Donc voilà, avant le festival, il y a déjà des retombées. Puis les gens qui souvent arrivent la veille veulent commencer à faire la fête. Attention d'ailleurs, quand vous faites ça, de pas vous mettre une balle dans le pied, vous mettre une tourte le premier jour avant de commencer les festivals. Nous on a été raisonnable parce que sinon ça fait que vous arrivez déjà crevé et c'est compliqué. Donc je sais que c'est tentant quand on arrive en vacances d'aller faire la fête tout de suite, mais il faut savoir se retenir. Je dis ça, mais je l'ai pas souvent fait, quoi. Voilà, donc le premier jour, il y a juste eu 1 heure de retard sur l'ouverture. Voilà, c'est un gros festival. Il y a la sécurité qui passait, il y avait la police. Je pense qu'ils voulaient s'assurer que tout soit ok au niveau de notre sécurité. Donc on peut les excuser parce que voilà, c'est pas avec plaisir qu'ils ouvrent avec 1 heure de retard. Je pense qu'il y avait des trucs à checker, à vérifier. Après les 2 autres jours, ça a ouvert à l'heure, il y avait pas de problème. Au niveau de l'accès, franchement, c'est super fluide. On n'a pas attendu, on n'a pas fait la queue. La fouille est très correcte et voilà, pas non plus insistante. Mais en tout cas, vraiment aucun souci au niveau de l'entrée. Ça se passe vraiment très bien. Alors maintenant, on va parler pognon. Voilà, rapidement, je vais vous dire quelles ont été mes dépenses, comme ça vous permet de faire une estimation de combien ça coûte d'aller dans ce genre de festival. Alors, au niveau du prix de l'entrée, nous on a acheté les places en early, c'est-à-dire qu'en fait les DJ n'étaient pas encore annoncés. On fait confiance au festival, on achète ça avant moins cher. Eux, ça leur fait de la trésorerie et tout le monde est content. Donc le prix des places qu'on a acheté était à 173 €. Si vous les achetez au prix normal, en régular, c'est 200 €. Pour les 3 jours. Le vendredi et le dimanche par jour, c'est 80 € et le samedi, c'est 90 €. Alors, je sais pas pourquoi cette petite différence de prix. Je peux comprendre le move. En fait, je pense qu'à mon avis, c'est surtout pour inciter les gens à aller plutôt le vendredi et le dimanche et que tout le monde ne veuille pas venir en même temps le samedi. Sinon, ça serait compliqué d'avoir un festival à moitié rempli le vendredi et complètement sold out le samedi, quoi. Voilà. Et le VIP normal, pas le ticket gold à 4000 €, mais le VIP normal sur 3 jours, c'est 500 €, 240 € par jour. Et avec ça, vous avez accès aux scènes privatives, au village,
village. Vous pouvez être à côté des DJ sur la scène, il y a des espaces réservés. Vous avez des bars et des WC privés. Donc voilà, si vous avez le budget, ça peut être cool. Après, sincèrement, rajouter plus de 300 € juste pour avoir ces petits avantages. Si vous avez beaucoup d'argent, faites-le. Si vous êtes un peu juste, franchement, je pense vraiment pas que ça vaille le coup. Voilà, ensuite on a pris les lockers, donc c'est les casiers. Ça, je vous recommande vraiment d'en prendre parce que ça vous permet de mettre votre sac, vos affaires, de prendre plus d'affaires qu'il n'en faut et de pas vous les porter sur le dos pendant 3 jours. Donc ça, c'est quand même cool. Vraiment. C'est un petit peu cher, mais je recommande. Là, le locker, c'était 45 €. Vu qu'on était deux, ça faisait 22 € par personne. Alors, la grosse dépense, évidemment, on n'y pense pas forcément. Quand on réserve un festival, on compte le prix du Airbnb, le prix de l'entrée, et puis on dit qu'on verra bien sur place. Mais il faut quand même prévoir un budget pour consommer, que ce soit de l'eau, des softs, de l'alcool et de la nourriture. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rechargé donc mon bracelet. Hein. Ça marche maintenant, tous les gros festivals, comme ça marche avec des cashless. C'est-à-dire qu'on recharge des bracelets qu'on va mettre sur un terminal, et comme ça permet de pas d'échanger d'argent, puis de voir où on en est. Et donc moi j'ai décidé de mettre 300 €. Et puis merde. Et ouais, 100 € par jour. En fait, je pensais que ça serait un peu large. Et en fait, en vrai, on les a dépensés, quoi. Faut savoir que les bières sont à 8 € les 40 centilitres. Si vous venez, admettons, les 12 heures et que vous buvez une bière par heure, hein, ce qui est quand il fait chaud, on va dire, c'est pas énorme. Alors, c'est sûr, à la fin de la journée, ça fait 12 bières. C'est beaucoup trop. Mais admettons, rien que, voilà, 12, si vous prenez 12 consommations, ça fait quand même déjà 96 €. Donc, on arrive très vite à 100 € par jour. Les alcools, type vodka Red Bull, gin tonic, etc., c'est 12 €. C'est un conseil aussi, ça. Si vous buvez beaucoup, essayez de tourner à la bière plutôt qu'aux alcools forts, parce qu'en fait aux alcools forts vous allez tout de suite vous déglinguer à la gueule, et pour tenir les 12 heures c'est un peu compliqué. Après, la bouteille de vin blanc, 32 €, ça va, c'est raisonnable. Et le Prosecco, alors c'était pas du Prosecco, mais c'était un vin pétillant local qui était très bon. 40 € la bouteille, c'est un petit peu cher, mais on s'est fait plaisir, on en a pris quelques-unes. Voilà, et la bouteille d'eau, 33 centilitres, est à 3 €. Ça va, c'est pas trop cher, j'ai vu des festivals où elle était à 8 €. Alors pensez à boire beaucoup d'eau, même si elle est payante, pensez à faire l'effort de temps en temps de vous prendre une bouteille d'eau, ça va vous sauver la vie, ça va vous permettre de quand même prendre une consommation sans boire de bière, et puis d'avoir un peu moins mal à la tête le lendemain, et puis tout simplement en fait de veiller à bien hydrater votre corps, parce que l'alcool, eh bien ça déshydrate, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, pensez à bien manger, faites un gros petit déj avant de venir, ça ouvre à midi, vous avez le temps de faire un petit déj plus un petit repas, comme ça vous arrivez déjà le ventre plein, ça vous évite de dépenser sur place, et sur place pensez vraiment à faire un repas, à 7, 8 heures, 9 heures, pensez vraiment à manger, histoire d'éponger un petit peu l'alcool, parce que si vous buvez sans manger, ça monte beaucoup plus vite et vous risquez d'être malade. Au niveau de la nourriture, il y avait pas mal de choses, il y avait des burgers, des spécialités italiennes, des pokéballs, etc., des pizzas évidemment. Moi j'ai pris un poké qui était très bon et assez copieux à 12 €. Un petit pokéball avec du saumon, si c'est pas sain, ça franchement des plein de vitamines. Avec une petite grenadine, regardez la couleur. Ça c'est pas du vin, je vous le promets, hein. Franchement, j'ai dit pas de bière, j'ai dit pas de vin, on est à la grenadine, on mange bio, franchement l'Italie c'est génial. Ensuite, une piadana, vous savez, c'est un sandwich qui était très très bon. Par contre, c'était pas très consistant. 12 € aussi. Et après ça, j'avais encore faim. Donc je crois que je suis allé reprendre des frites ou un truc comme ça. Ensuite, le logement, évidemment, il faut penser à dormir. Donc, on a trouvé un petit Airbnb vraiment très simple. Hein, voilà, c'était vraiment un truc un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Hein, vu le temps qu'on y passe, c'est pas gênant. C'était 220 € pour 4 nuits, soit 110 € par personne. Ce qui est un tarif vraiment plutôt raisonnable. Hein. Si on commence à partir dans des hôtels et tout, c'est beaucoup plus cher, quoi. Alors pour le train, on a pris un TER de Nice à Vintimille, sachant qu'il y a 40 km, 13 €. Et ensuite, on a pris un Vintimille-Turin, sachant qu'il y a 160 km, 15 €. Voilà, c'est là où on se rend compte que la SNCF en France, des prix un petit peu abusés quand même. Hein. Mais au final, là, c'est le prix aller-retour par personne. Donc en partant en train, franchement, ça le fait. C'est pas un gros budget, quoi. Alors la tradition avant d'aller en festival, toujours, c'est le pique-nique simple dans le train. Toujours, voilà, des petites choses simples. Quelques victuailles, des fromages, des brettes pour les Bretons, du saucisson de serre parce qu'on sait rester simple. Évidemment un petit vin, voilà, qu'est-ce qu'on a là? Un petit Forlignac 2013, toujours dans la légèreté, dans la subtilité. Ça permet de se mettre en forme pour un bon festival et de passer agréablement le temps du train, qui est souvent bien trop long. Alors le problème des trains italiens, c'est qu'il n'y a pas de prise. Normalement dans les trains français, j'apporte toujours l'appareil à raclette, l'appareil à fondue, le barbecue pour faire les saucisses. C'est qu'en France, ça, on a les prises. Alors l'autre fois, j'ai allumé le truc trop fort, ça a niqué tout le réseau. Et plus de train pendant 24 heures. Ben bon,
avait des saucisses. Donc on en arrive, dans mon cas hein, évidemment, par personne à un total de 633 €. Je ne sais pas quoi en penser, c'est vrai que pour 3 jours de festival, ça fait quand même un sacré budget, voilà, c'est un truc à prévoir. Ça peut paraître cher, voilà, après c'est quand même des bons moments, des bons souvenirs. On peut se l'accorder de temps en temps, mais c'est vrai que voilà, si on doit faire 2-3 festivals dans l'été de ce calibre-là, financièrement, ça va vite être compliqué quand même, quoi. Voilà, maintenant on va parler de l'organisation et des prestations au sein du festival. Exodus Earth. Alors au niveau des scènes en elles-mêmes, franchement des super scènes, vraiment très belles et en plus variées. Alors c'est pas à la hauteur des scènes d'Awakenings hein, que vous connaissez peut-être, mais vraiment le showlight la nuit est super beau. D'ailleurs merci à Anima parce qu'en fait une des scènes qui possédait un très grand écran vertical, je pense que c'est Anima qui a dû demander à avoir cet écran là, ça doit être dans son cahier des charges quand il vient faire un live. Voilà, donc vraiment c'est un super point pour ce festival, c'est y mettre les moyens, ils n'hésitent pas justement sur le budget et ça c'est cool parce que c'est vrai que quand on est dans les gros festivals comme ça et qu'on dépense ce prix là, on a envie un petit peu d'en prendre plein les oreilles mais aussi plein les yeux quoi. Alors attention, faut pas tomber dans le j'en prends plus dans les yeux que dans les oreilles, mais l'équilibre est toujours bien et appréciable. Qui a dit Afterlife? Pas moi en tout cas. Au niveau du son, parce que c'est super important, franchement le son était de super qualité, très très bien réglé, pas trop fort, et ça c'est bien parce qu'en Italie je me suis déjà pris dans certains festivals quelques grosses décharges de décibels, c'était juste abusé, donc là franchement le son était très bien réglé et on pouvait se passer de bouchons d'oreille la plupart du temps sans être fatigué. J'en profite pour vous parler de ceci, c'est des bouchons d'oreille qui s'appellent Ears. Alors c'est les bouchons d'oreille que j'ai amenés, justement c'est la première fois que je l'ai testé, j'ai mis beaucoup de temps à trouver des bouchons d'oreille en fait qui ne dégradaient pas trop le son et ceux-là sont vraiment cool. Alors je vais vous en faire une vidéo justement puisque je suis en contact avec les créateurs de cette marque, mais en tout cas je peux vous dire que vraiment pour en avoir testé beaucoup, ceux-là ce sont de loin les meilleurs au niveau justement du respect du son et pensez vraiment à prendre des bouchons d'oreille parce que des fois ça sert, des fois ça sert pas, mais dès que vous sentez une petite fatigue faut les mettre parce que c'est vraiment un coup à vous choper des acouphènes à vie et ça sera vraiment trop con. Donc je vous fais une vidéo bientôt justement dédiée, mais en attendant je vous mets un lien en description. Alors c'est pas sponsorisé, c'est juste un lien affilié. Si vous passez par ce lien, Ears me reverse une petite commission. Vous, ça vous coûte pas plus cher, mais ça permet de soutenir la chaîne. Et si vous voulez plus d'infos sur ces bouchons, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Alors, au niveau du son, c'était fourni par DNB Audio Technique, qui est une marque en fait assez réputée. Alors, moi je préfère à l'acoustique, mais sincèrement, c'était quand même très bien. Et justement, ils bossent avec à l'acoustique, dont le but est une volonté de faire progresser les normes technologiques en fait dans le domaine des événements live professionnels. Justement, essayer, grâce à la technologie, d'améliorer l'expérience et la sécurité. Donc voilà, s'ils sont de bisbise, hein, ça veut dire que l'acoustique étant une marque dont la réputation n'est plus à faire, DNB Audio Techniques est pour moi vraiment quasiment à la hauteur, quoi. Je vous dis, j'ai une petite préférence pour l'acoustique, mais c'est vraiment à pas grand chose. Voilà, bravo pour les installations qui résistent à la pluie, et il y a eu une très grosse pluie. Bravo à eux, parce qu'il y a beaucoup de matos qui n'étaient même pas protégés par des bâches. Ça veut dire que c'était du matériel qui était fait pour fonctionner sous la pluie, et ça coûte beaucoup plus cher à louer. Donc vraiment l'appareil, ils ont mis le paquet. Ça aurait été tellement con qu'à cause des pluies, ils commencent à supprimer les shows visuels des scènes, et même encore pire, à supprimer la musique et fermer des scènes. Donc là, malgré la très forte pluie, tout a continué normalement, et là vraiment chapeau à eux. Au niveau des bars, il y en avait absolument partout et quasi sans attendre. Ça c'est cool parce que c'est toujours chiant quand tu es en train d'écouter un DJ et que tu sais que tu vas aller au bar, tu vas en avoir pour une demi-heure et tu dois te pousser comme ça. Donc là vraiment, à part voilà quelques heures d'affluence, franchement pas d'attente, et ça c'était vraiment très bien dimensionné, et c'est pas toujours le cas, hein. Voilà, un truc pas mal aussi, c'est qu'il y avait une zone de test en fait. Cette zone de test permettait à ceux qui trouvaient voilà des choses dans le festival, et bien d'aller le faire tester pour voir si c'était pas dangereux ou quoi. Alors voilà, ça pourrait paraître bizarre, mais c'est de toute façon quelque chose qui se passe dans les festivals. Si c'est fait, autant que ce soit fait correctement et qu'on puisse limiter la casse. Donc j'ai trouvé ça très bien qu'ils le mettent dans le festival. Évidemment, il n'y a pas de police, il n'y a rien autour de cette zone-là. Et on voyait au fur et à mesure des festivals des affichettes. Attention, parce que si vous trouvez ça, c'est vendu comme un tel, mais en fait, c'en est pas. C'est beaucoup trop fort. Ne pas en prendre, ou alors coupez-le en 3, en 4, etc. Bon, je vous fais pas un dessin, mais ça permet justement eux-mêmes de tester ce qu'il y a dans le festival et de prévenir justement les consommateurs de faire attention à ça aussi. À un moment, il y avait un truc apparemment qui était très dangereux. Ils ont mis des affiches partout dans le festival. Donc je pense que c'est vraiment un très bon point, et ça a priori je l'ai pas vu en France, et je trouve ça bien dommage parce que je trouve que c'est une très bonne initiative. Alors ce qui m'a étonné, c'est que les verres étaient non consignés. C'était des verres en plastique qui se jetaient. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de plastique par terre. Je trouve ça un peu étrange dans un festival de cette dimension de pas faire des verres consignés en plastique comme on voit partout. Peut-être là en Italie la législation est pas la même, mais bon, ma foi. Alors il y avait une zone de recyclage où apparemment quand tu
quand tu ramenais un verre en plastique, on te rendait 1 euro, alors qu'il s'était pas consigné. Mais bon, on n'a pas bien compris, on parle pas italien. On aurait peut-être dû en profiter, mais a priori, il y avait quand même un système de plus ou moins recyclage. Mais j'étais pas le seul à pas être au courant, parce qu'il y a vraiment beaucoup de verre par terre, quoi. Voilà, puis aussi, partout dans le festival, il y avait des brumisateurs pour la chaleur, voilà, qui permettaient de balancer un petit peu d'eau, ça c'est cool. Par contre, le point négatif, c'est qu'il n'y avait pas d'eau gratuite. Voilà, ça vraiment, pour moi, c'est le gros point négatif du festival. Alors à moi je l'ai pas vu et qu'il y avait un point d'eau pour lequel j'étais pas au courant, j'aurais dû peut-être demander à l'organisation ou à la sécurité. Mais en tout cas, c'était pas indiqué ni sur le plan ni avec des panneaux. Je comprends que le bar doit financer le festival. Sans bar, voilà, il y aurait beaucoup moins de DJ, ça serait problématique. Voilà, mais par contre de ne pas distribuer d'eau, ça peut être quand même problématique parce qu'il y a des gens qui ont un budget serré, qui vont du coup boire que de l'alcool. À un moment, ils vont peut-être se sentir pas bien et plutôt que de prendre une bouteille d'eau parce qu'elle est à 3 euros, ils vont reprendre une bière ou alors ils vont juste pas prendre d'eau. Et c'est vrai que rester 12 heures sans boire un verre d'eau, je pense que c'est un peu dangereux. Donc ça serait bien quand même, ça serait pour moi naturel de filer un point d'eau. Alors elle peut être voilà un peu tiède pour inciter les gens par exemple à aller prendre des bouteilles d'eau fraîches et minérales. Alors peut-être que si on va voir les secours ou les pompiers, je pense que si on dit qu'on n'est pas bien, ils nous filent des bouteilles d'eau. Bref, pour moi c'est quand même gênant. Après, autre point négatif, il n'y avait pas d'urinoir en fait. Tous les toilettes étaient des toilettes fermées. Alors pourquoi pas, mais le truc c'est que ça génère de l'attente pour rien. C'est surtout qu'au niveau du coût et de la place, un urinoir tu mets 3 personnes alors qu'un chiotte fermé tu mets qu'une personne. Donc ça permet de fluidifier tout ça. Bon, ça je sais pas pourquoi ils le font pas, c'est la première fois que je vois ça. C'est peut-être pour une égalité des sexes, voilà, tout le monde a la même enseigne. Voilà, et un truc c'est qu'il y avait un moment un coin avec des WC un peu plus luxe, mais en fait des WC qui sont nettoyés, des WC qui sont propres, et ils coûtaient 2 euros. Bon, je sais pas quoi en penser. Est-ce que voilà, c'est-à-dire que si t'as de l'argent, tu vas pisser dans un endroit propre, si t'es pauvre, tu vas avec les cochons, je sais pas, bon. Je peux comprendre dans le sens qu'ils peuvent pas nettoyer tous les toilettes et que si vraiment t'as besoin à un moment donné d'un WC propre, bon bah tu payes. Mais bon voilà, c'est toujours un peu délicat. Voilà, mais au niveau de l'orga, à part ces petits points négatifs, franchement tout le reste c'était très bien. C'est des petits détails que je relève, mais vraiment pas grand chose à dire. Et pour avoir fait beaucoup de festivals, je trouve que celui-là était vraiment très bien organisé. Vu la taille et la capacité du festival, franchement c'est quasiment un sans faute. Donc bravo pour l'orga, on voit que c'est vraiment bien rodé quoi. Allez, maintenant on va parler du point très important, forcément c'est la musique. Alors en tout il y avait 5 scènes plus une scène VIP. Alors la scène VIP justement on l'a cherché, on n'avait pas compris que c'était VIP parce que sur le line-up c'était marqué justement scène machin, il n'y avait pas marqué VIP. Et alors la scène VIP oui et non en fait, parce que du coup le concept est un peu bof, parce que ça veut dire que si t'as pas payé ton billet 500 balles, tu peux pas aller écouter tel DJ. Et peut-être que c'était tel DJ qui t'intéressait à un moment donné, parce que peut-être que c'était un pote, peut-être que c'était quelqu'un que tu connaissais ou que t'as déjà vu dans d'autres festivals. Et je trouve que quelque part de limiter la culture à ceux qui ont moins d'argent, je trouve que c'est une démarche que j'aime jamais vraiment. Je comprends encore une fois, mais qu'il y a un VIP, que tu payes plus cher pour aller sur des beaux canapés, pour avoir des chiottes propres, etc. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est une question de culture et de musique, parce que c'est pour ça qu'on vient, je trouve ça un petit peu bizarre de faire une distinction entre ceux qui payent cher et ceux qui payent moins cher. Bon, évidemment, les DJ du VIP, c'était pas les gros DJ, mais c'était sans doute très intéressant à écouter. Donc c'est quand même dommage que tout le monde n'y ait pas accès. Au niveau des DJ et des styles, il y avait beaucoup de variétés. Ça, c'est un point fort du festival, c'est que c'est très large. Ça va de la art tech à la techno, à la tech house, à la house, à l'électro, à la dubstep, à l'électronica et vraiment à la pure EDM commerciale. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. C'est que on trouve toujours une scène où on va trouver quelque chose qui nous plaît et ça permet d'étendre tout ça, c'est-à-dire d'attirer peut-être des gens qui sont plus EDM commercial, mais de les faire venir et puis ils vont aller voir un DJ un peu plus underground et ça va leur plaire. Et aussi pareil, des gens qui vont aller écouter de l'art tech, bah, hop, ils vont passer sur la grande scène avec Purple Disco Machine par exemple, et ils vont passer un petit moment, un bon moment disco. Donc voilà, cette variété, je la trouve toujours cool. Voilà, je vous mets justement la liste de tous les DJ de cette édition 2024, comme ça vous la voyez défiler. Alors par contre, pour mon goût personnel, la techno n'est pas assez représentée. En fait, voilà, ce que j'entends techno, moi vraiment, c'est la pure techno, c'est la techno mentale, quoi, la techno qui roule, la techno un peu qu'on peut qualifier d'autoroute, mais justement le truc est évolutif, assez lent, et vraiment le truc qui te prend. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça. Et pour moi, c'est la techno de base, en fait, on va dire un peu. Et j'ai trouvé que c'était pas assez représenté. Par exemple, les artistes techno auxquels je pense, ça peut être, je sais pas, Chris Lebing, Len Faki, Sem Paganini. Bon, ça c'est mes 3 DJ préférés, mais d'autres, je sais pas, Speedy J, Marco Bailey, Ben Clock, par exemple.
Cette techno-là, à part avec DVS One, je l'ai pas trouvée. Et c'est un peu triste parce que elle a été remplacée, en fait, justement, par la techno hardstyle. Et je trouve ça dommage, et je trouve ça dommage que le hardstyle ait remplacé cette techno-là. Bon, après, je comprends, les choses évoluent, les gens changent, et la jeunesse, sans doute, veut quelque chose de beaucoup plus speed. Mais bon, ça n'empêche que moi, quelque part, je m'y suis pas retrouvé à cause de ça. Et des fois, je me dis, ah, j'aurais bien aimé quand même. Voilà, parce que là, ce qu'on avait, c'était la techno à au-dessus de 140 BPM. Qui a vraiment remplacé celle justement à 125, 130 quoi, historiquement. Et c'est vrai que pour moi c'est pas du tout le même type de techno quoi. Tu danses pas pareil, tu kiffes pas pareil à 150 BPM qu'à 125. Alors je vais vous faire un petit best-of des bons moments musicaux. Alors encore une fois ce n'est que mon avis par rapport à mes goûts. Il y en a qui vont aller voir d'autres DJ et qui vont pas du tout aimer ceux dont je vais parler. Mais je me base juste par rapport à ce que j'aime et ce que j'ai vu. Si jamais je donne un bon avis ou un mauvais avis sur un DJ, le prenez pas pour argent comptant, c'est juste mon avis à moi. Alors le vendredi on a eu un B2B avec Skrillex, B2B Blawan sur la grande scène. J'ai trouvé ça cool parce que c'était un peu tout mélangé. Il y avait de l'électro, du commercial, des remixes, de la dubstep, de la techno. C'était très barré, très festif, voilà, c'était assez amusant. J'allais dire ludique, mais c'est complètement con comme terme. C'était très ludique, on a beaucoup apprécié. Non, mauvais terme, ludique, on le dira plus. Par contre, le truc, c'est que c'était presque un poil trop, quoi. Il y avait des moments un peu trop break, du coup, breakbeat avec des longueurs. De temps en temps, ça se tassait. Et puis du coup c'était peut-être un peu trop mélangé, donc des fois un peu décousu. Mais en tout cas c'était quand même marrant à écouter. Ensuite il y avait Adiel, B2B, Hector Hawks. Alors ça c'était vraiment cool. Moi qui suis pas très fan de hardstyle, là c'était la hard techno, mais qui restait très festive et pas trop trash quoi. Donc ça restait dansant, même si c'était quand même assez speed. Mais voilà, avec des morceaux un petit peu ambiance un peu voilà années 90, mais pas non plus kitsch. J'ai trouvé que le duo était vraiment très bien. Ensuite, Paco Osuna, ça fait toujours plaisir de le voir. Lui, c'est vraiment la grosse tech house très festive, voilà, façon à l'espagnol, façon Elro. Pour ceux qui connaissent Elro, c'est un très bon représentant de cette tech house là. Ah, c'est pas beau de faire travailler les ours blancs, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ensuite, DJ que je connaissais pas, c'était Gandalf en début du festival. Bah vraiment très très cool, techno efficace et pumpy, vraiment parfait pour démarrer. Bon, il a dit vous passerez pas, mais on est passé. Ensuite, Lego Welt en live. Alors sur la petite scène, c'est un peu dommage, mais vraiment c'était très cool. Il a vraiment son style, on le reconnaît tout de suite. Donc une électro perchée et vraiment assez unique. Donc bon moment, même si on n'est pas resté longtemps. Et ensuite, le final avec Anima. Donc Anima, vous savez, c'est un des deux de Tale of Us. Alors moi je suis vraiment pas fan de techno mélodique, c'est la techno qui m'ennuie un peu, ça m'amuse pas trop, je trouve ça un peu facile, un peu téléphoné, voilà, très mauvaise expression aussi, avec un peu trop ludique, un peu trop téléphoné. Voilà, donc à la base pas fan de techno mélodique, voilà, mais ce que fait Anima, il y a une sorte de petit renouveau de la techno mélodique, voilà, donc quand t'es en festival, t'as bu quelques bières, avec le son, franchement, tu te laisses entraîner, et c'est vrai que les visus sont quand même assez ouf. Le show avec lequel il vient, bah du coup, même si t'es pas ultra fan de la musique, tu te laisses prendre par les visuels, par le moment, donc je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment, franchement, on s'est régalé, voilà, même si c'est pas quelque chose que j'écouterais, et je suis pas fan. Mais comme quoi, des fois, ça vaut le coup d'aller en festival et d'aller voir des concerts, de découvrir des artistes qu'on n'aime pas forcément écouter comme ça, mais une fois qu'on est dans le truc, dans l'ambiance, bah des fois on se laisse attraper et puis finalement ça fait le truc quoi.
Voilà, surtout que j'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais on a une tendance en ce moment qui est à tout miser sur le visuel plutôt que la musique. Je pense qu'il faut un moment calmer les choses et puis revenir un peu à l'essentiel. Donc je suis pas forcément pour ça, pour cette escalade aux écrans et au visu et au laser, même si j'adore les lasers. En tout cas, c'est sûr que c'est efficace, je peux pas dire le contraire, quoi. Ensuite, le samedi, on a démarré avec 7 Trossler, très fun et parfait pour démarrer, mais un petit peu mou, voilà. Mais après, c'est son style, mais c'était plutôt fun. Ensuite, Onet-Dijon, alors là c'était de la pure house club avec des visus d'elle qui étaient super drôles. On la voyait à moitié à poil, en train de poser sur une moto, sur des trucs comme ça. Voilà, avec un second degré. Et franchement, c'était marrant à voir et super festif. Ensuite, Bonobo, B2B, DJ Tennis. Alors là, c'est vrai que c'était tube sur tube, donc un peu facile, mais c'était quand même bien fait. Les enchaînements étaient très bien travaillés. Donc ouais, un peu facile parce que du tube, mais ça n'empêche que ça a fait le taf. Bah, quand t'es dedans, finalement, tu t'amuses bien et c'est déjà pas mal. Ensuite, The Hacker, B2B, Alessandro Adriani. Alors là, 100% la musique de The Hacker, quoi. C'est-à-dire que tu t'arrives, au bout de 30 secondes, t'as capté que c'était lui. L'électro new wave, très brut, très analo, on va dire. Donc vraiment très très cool. Dommage, c'était sur la petite scène. J'aurais bien aimé les voir sur une plus grande scène, mais sympa à écouter, quoi. Ensuite, Macéoplex, que vraiment top sur la scène en plus avec un gros show light. Puis voilà, c'est vraiment un mélange de grosse techno avec un peu de tech house, un peu de vocaux. Donc voilà, un mélange assez subtil avec tout ça, ce qui fait que ça plaît quand même à tout le monde. Vraiment, on a passé un bon moment. Ensuite, sur la grande scène, il y avait Inner City, vous savez, le titre Good Life, vous devez connaître. Bah là, c'était drôle, c'était 100% pure house des années 90. Choix assez bizarre pour clore la grande scène, mais pourquoi pas, c'était quand même assez audacieux, donc je trouve ça cool de redonner la place à des artistes qui ont fait les bonnes années de la house des années 90, justement. Il y avait aussi un DJ, The Taste, que je connaissais pas du tout. Vraiment très cool, très belle découverte. Techno assez fine, vraiment très bien dosé, très quali. Le samedi, ça avait rien à voir avec le dimanche, où le dimanche, il était sur une petite scène beaucoup plus jazzy, house, où là, c'était pas trop mon truc. Mais en tout cas, le samedi, comme quoi, les DJ savent s'adapter en fonction de l'heure et de la scène. Donc, bon point pour lui. Mais en tout cas, le samedi, j'ai passé un bon moment. Voilà, et ensuite on a fini par DVS1 ou DVS1 en français. Là c'était parfait. Voilà, là c'était justement la grosse techno que j'aime, qui roule hypnotique. Le tunnel, l'autoroute, et puis voilà, tu passes un bon moment, tu réfléchis pas et tu te laisses entraîner par le truc complètement hypnotique. Donc vraiment, pour moi c'était un des très bons moments de ce Kappa Festival, avec le final avec DVS1. Allez, on finit avec le dernier jour, le dimanche. Et on s'est pris une grosse rincée. Voilà, vous allez voir sur les vidéos. C'était assez drôle parce qu'il a vraiment beaucoup plu. Et le sol, quand on est arrivé, qui était un très beau champ vert avec des petits coquelicots, s'est transformé en champ de boue pour des cochons. Voilà, on était vraiment en train de patauger dans la boue, tel un gros Technival de ma jeunesse. C'était assez drôle.
Mais finalement, tout le monde a continué à danser, et puis tant pis si on est mouillé. Donc c'était finalement plutôt assez drôle, parce que voilà, ça aurait été les 3 jours, ça aurait été un peu gonflant, mais le dernier jour finalement on a bien rigolé, on a glissé dans la boue. Il y avait vraiment voilà un esprit tough qui était assez sympa à voir. Et justement, Purple Disco Machine, qui était égal à lui-même, hein, donc avec toujours les mêmes tubes disco. Donc voilà, on était content de le voir, c'était fun. Et puis il a été avantagé par la pluie. Hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisque forcément, la scène étant couverte, tous ceux qui craignaient la pluie sont partis des scènes en plein air pour venir écouter Purple Disco Machine. Ensuite, le B2B avec Dakji et Spfdj. Bon, S-P-F-D-J. Bon, je sais pas comment ça se prononce. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez. Bon, très cool. Dakji, voilà. Dakji, c'est grosse techno, voire hard tech, voire hardcore des fois. Donc, grosse patate. Et du coup, avec la boue, justement, il y avait un esprit technival tough. Donc, c'était assez drôle. Ensuite, il y avait Miss Monique, je sais pas si vous connaissez Miss Monique, qui a été connue pour ses vidéos YouTube où elle mixe partout dans le monde. Et c'est vrai qu'elle fait des millions et des millions de vues, c'est assez hallucinant. Donc justement, elle a été invitée sur la scène Drumcode. Et là, j'ai trouvé ça mieux, justement, que ces mix en vidéo. Elle s'est quand même adaptée à la scène et au festival en proposant une techno quand même un petit peu plus musclée, on va dire. Donc, c'était sympa de la voir. Et puis, elle a une présence sur scène qui est vraiment agréable, le sourire, etc. Ensuite, Vintage Culture, très cool, vraiment festif, avec des remixes, tout mélangé. Vraiment un très bon dosage de tous les genres, donc parfait pour faire la fête, avec des beaux visus et tout. Donc, vraiment, Vintage Culture, je connaissais pas, parce que je suis pas très, justement, dans l'EDM. Et là, voilà, moi qui suis pas dans ce style-là, j'ai trouvé que c'était très efficace et très bien fait. Donc bravo à lui. Et au passage, j'ai bien aimé son dernier album que j'avais écouté, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'il mixe. Et on finit par le King, d'abord en B2B avec Anna, donc Carl Cox B2B avec Anna. Alors duo assez étonnant, Anna doit être ravie de mixer avec Carl Cox. Super duo, parce que voilà, assez original. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on reconnaissait voilà, dans ce B2B vraiment la patte de chacun. C'est ce que je trouve intéressant dans les B2B, c'est que vraiment c'est une fusion. Et là on reconnaissait bien la techno efficace et groovy de Carl Cox, et puis la techno au son très électro, voilà, un peu brut et mélodique de Anna, les arpèges, etc. Et la fusion des deux faisait quelque chose de très intéressant. Et ensuite, pour clore le festival en beauté, donc Carl Cox tout seul, en mode hybride DJ set. Pour moi, le meilleur set du Kappa. Vraiment, Carl Cox, ça reste le king, le roi des DJ mondiaux. Il était là au début, il est toujours là, il s'est pas démodé, il a évolué avec son temps, il est pas resté dans son petit truc. Notamment, voilà, grâce à son set justement hybride, je suis allé voir d'autres vidéos où il a plein de machines. Alors tout sert pas forcément, mais en tout cas, il a vraiment fait l'effort avec Ableton Live de préparer son set et de rajouter des trucs en live, donc il s'est pas reposé sur ses lauriers et la résultante est de quelque chose de très efficace. Alors moi je fais un peu pareil, parce que j'ajoute machine à mes DJ sets, lui il a plus de choses. Après moi je peux pas me balader avec 36 synthés à chaque fois que je vais jouer, mais moi j'aime vraiment ce côté là de DJ set hybride, parce que des fois les lives c'est pas toujours facile et c'est dur de se renouveler, et là ça permet de rassembler le meilleur des deux mondes. Encore une fois, si vous voulez voir ce que je fais, je vous mets une vidéo en description justement d'un de mes DJ sets hybrides. Alors je me compare pas à Carl Cox évidemment, hein. Voilà, et donc vraiment la musique, efficacité redoutable, ça met d'accord tout le monde. Parce qu'en fait, il tape dur et fort, mais en mélangeant des choses, en alternant, en mettant un peu de voix, des trucs un peu festifs, en mettant des trucs un peu drôles des fois. Et puis aussi, en parlant au micro, c'est quasiment un des seuls DJ qui continue à parler au micro, et donc c'est pas ringard. Aujourd'hui, parler au micro pour un DJ, c'est très compliqué. Et lui, à chaque fois qu'il le fait, tout le monde a les bras en l'air en l'acclamant. Donc vraiment, bravo à lui. Carl Cox, tu es un dieu vivant.
C'est pas mon DJ préféré, mais je dois reconnaître que vraiment c'est un des plus efficaces et un des plus durables. On dit durable, enfin qui dure dans le temps quoi. Puis ce qui est cool, c'est qu'on le voit mixer, on voit qu'il prend du plaisir, on voit qu'il s'éclate, il groove, il parle avec le public, il échange, il fait des sourires, des coucous. Donc vraiment, il a tous les attributs d'un bon DJ. Et on finit donc par la conclusion. Alors le résumé des 3 jours, vraiment très positif, super festival, avec une ambiance très cool. J'ai parlé à plein de monde qui venait de tous les pays. Alors c'est drôle parce que des fois tu parles avec des Français, tu commences à parler anglais, puis on est tellement fort en accent, en fait qu'on se rend pas compte que tous les deux on a un accent de merde. Et puis au bout de 10 minutes de conversation, tu te rends compte que celui à qui tu parlais était français. Ça m'est arrivé 2-3 fois dans le festival, c'est toujours très drôle. Donc ouais voilà, les gens très souriants, très avenants, tu peux parler aux gens, ils te regardent pas de travers et tout. Voilà, puis les Italiens, il faut dire ce qui est, les Italiens ils sont festifs et cool, et puis classe. Ils s'habillent pour sortir, quand ils vont dans un festival, quand ils vont en boîte, ils mettent des belles tenues. Contrairement peut-être à nous, on est un peu plus à l'arrache. Tu vois qu'ils font un effort, certains se maquillent, etc. Les filles sont bien sapées, les mecs aussi. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Voilà, zéro baston, pas d'agression, pas de gens vénères. Donc ça vraiment c'est très cool, malgré la durée du festival, le monde et puis évidemment l'alcool et compagnie. Et pour ma part, pas de vol. Voilà, je suis reparti avec toutes mes affaires. C'est formidable, c'est formidable. Alors, faut-il y aller? Eh ben oui, en fait, je vais pas donner une note parce que là, c'est la première vidéo, je sais pas si j'en ferai d'autres, et puis c'est compliqué de donner une note parce que j'ai pas encore vraiment d'échelle de mesure, on va dire. Mais oui, c'est un super festival, super bien organisé, vous en prenez plein les yeux, plein les oreilles. En plus, 3 jours, ça permet vraiment de profiter, de repartir fatigué en n'en pouvant plus. Donc on est content qu'il n'y ait pas un 4e jour, mais peut-être que 2 jours, ça aurait été un peu léger. Le 3e jour était quand même bienvenu, même si un peu difficile à attaquer. Voilà, mes musiques très variées, super ambiance. Alors si vous aimez vraiment uniquement la techno pure et dure, c'est peut-être pas un festival que je vous conseille parce qu'elle est pas très représentée. Mais en tout cas, si vous aimez la musique électronique de manière générale, qui va de l'électro presque au hardcore, en fait tous les styles sont représentés, du plus underground au plus mainstream, au plus EDM. Et ça, je trouve ça très bien quand un festival arrive à vraiment faire de tout, sans faire de fausses notes et sans commencer à mettre des fois du rap ou des trucs qui n'ont rien à voir, qu'on peut le voir des fois dans certains festivals français où les mélanges, là, ça va un petit peu trop loin. Là, ça reste très cohérent et vraiment, j'ai passé un bon moment. Alors, faut prévoir un petit budget, voilà, à peu près 600 balles. Si vous buvez moins, ça peut être un petit peu moins. Mais voilà, faut prévoir quand même, allez, un petit 500 € minimum, quoi. En tout cas, moi, ça restera un super souvenir. Voilà, pas sûr que j'y aille l'année prochaine parce que j'ai envie de faire d'autres festivals, mais en tout cas, j'y retournerai avec plaisir, ça c'est sûr. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin, de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a donné envie d'aller dans ce festival ou dans d'autres festivals ou de sortir un peu parce que c'est important d'aller faire la fête et puis aussi de soutenir les DJ et soutenir le monde du spectacle en se rendant à des concerts hein, parce que c'est aussi une économie qui a besoin forcément de vous pour exister. Dites-moi en commentaire les festivals que vous avez fait cet été ou alors les bons festivals que vous voulez me conseiller ou alors ceux que vous avez préférés ou ceux que vous avez aussi peut-être pas aimés. Donc n'hésitez pas à marquer tout ça, franchement je suis assez friand de ce genre de retour. Et si vous n'allez pas du tout dans les festivals, dites-moi aussi pourquoi, c'est toujours intéressant de connaître vos raisons. Voilà, donc j'espère que ce concept vous a plu. Dites-moi aussi si vous voulez d'autres vidéos du style. Je serais ravi d'aller boire des bières au nom de la communauté. Si vous avez aimé cette vidéo, pour me remercier, pensez à mettre un commentaire, un like et à vous abonner si c'est pas le cas, ça aide beaucoup de la chaîne. Vous pouvez aussi utiliser tous mes liens affiliés qui sont en description. Allez, écoutez ma musique ou faire appel à moi pour du mastering. Quant à nous, on se retrouve tous les mercredis à partir de 19 h en live sur cette même chaîne pour parler de musique, de matos, d'interviews, etc., etc. D'ici là, portez-vous bien, faites du son et puis bisous!